Bonjour à tous. Alors déjà, est-ce que vous nous entendez sur le chat, sur Twitch? Ok, très bien. On a une équipe régie qui va gérer du coup toutes les questions. Les questions seront gérées à la fin et pour pouvoir poser des questions sur le chat, il faut s'inscrire, se créer un compte Twitch. Donc pour ça, c'est assez simple et ça se fait en quelques clics et c'est gratuit. Voilà. Euh, Vous me dites quand on peut démarrer cette présentation. Très bien. Bonjour tout le monde, je m'appelle François Mahé, je vous présente Marc Girard. Nous étions tous deux chefs de projet durant ce projet de grande envergure que nous allons vous présenter maintenant. Je vous présente également James Le Poitvin et Julien Frigoul, qui étaient tous deux chefs d'équipe durant ce projet. Nous déplorons l'absence de Thomas Lorini, qui aurait dû participer à cette présentation avec nous. Mais pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être présent aujourd'hui et donc sa partie sera assurée par Julien Frigoul. Pour commencer, on va commencer par vous présenter notre formation, parce que nous sommes des étudiants ingénieurs. Nous appartenons à l'école UPSITEC, qui se trouve à Toulouse, à l'université Paul Sabatier. Et nous sommes dans la spécialisation système robotique et interactif, donc pour SRI. Nous sommes cette année une promotion de 28 étudiants. 6 d'entre nous sont en alternance, et 22 d'entre nous, du coup, étaient en formation continue. Et c'est ce groupe que nous allons vous présenter. C'est ce groupe qui a participé au projet de grande envergure. Notre formation nous forme sur des sujets de la robotique. Donc, nous sommes spécialisés dans l'intégration robotique, c'est-à-dire qu'on résout des problèmes en utilisant des robots déjà existants. On a aussi des compétences en traitement d'image, en intelligence artificielle, en interaction homme-machine, etc., homme-robot. Donc pour vous présenter le projet de grande envergure, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est ce qu'on appelle le PGE, c'est un dispositif pédagogique qui nous est proposé par nos professeurs en collaboration avec un laboratoire de robotique qui se trouve sur notre campus qui s'appelle l'AIP Préméca. Et le principe est de nous mettre en collaboration avec un client qui va nous proposer de relever un défi industriel. Le principe est que donc, nous ayons une réelle problématique à régler et à traiter. Et le concept de grande envergure se retrouve dans le nombre des étudiants qui participent à ce projet. Cette année, nous étions 22. Ce projet de fin d'études, ça fait déjà une dizaine d'années qu'elle est en place et qui a fait venir des industriels, des grandes entreprises comme Airbus ou Altran ou des moins grandes entreprises comme Novalinx pour proposer des sujets au groupe d'étudiants de dernière année SRI. Aussi, il y avait également des laboratoires comme le CNES qui sont venus proposer des sujets. Donc cette année, notre sujet a été proposé par Waika Robotics, qui est une jeune start-up toulousaine créée en 2015, qui compte aujourd'hui une dizaine d'employés et qui a déployé des robots sur 6 pays. Donc voilà, ils sont experts en développement de bases mobiles robotiques. Et nous avons pu travailler sur une de leurs bases mobiles qui s'appelle Elodie. Donc au sommaire de cette présentation, nous allons faire un point sur le contexte technologique dans lequel nous avons travaillé. Nous allons discuter de la gestion de projet. Et puis nous allons parler des travaux qui ont été réalisés sur les 3 grandes thématiques de ce projet, que sont l'interaction homme-robot, la perception, la navigation. Et puis nous finirons avec les perspectives d'amélioration ou les travaux futurs qui auraient pu améliorer, qui peuvent améliorer les travaux déjà effectués, le bilan technique et humain, et puis enfin nous aurons les interventions de notre responsable d'année, M. Loral, et de Waika avec M. Brice Renaudot. Et puis suite à ces interventions-là, nous aurons toute la phase de questions. Donc pour introduire le contexte technologique, bien évidemment, nous ne partons pas de rien. On peut supposer qu'un beau matin, Waika Robotics est arrivé à notre école avec ce qu'on appelle un cahier des charges qui a pour but de définir la mission que nous devons réaliser et de poser certaines contraintes. La mission que nous devions faire, c'était de développer une tâche de suivi de personnes autonome sur l'une des bases mobiles donc, de Waika Robotics. Cette base mobile s'appelle Elodie. Donc c'est un défi en soi parce que à cause des capteurs présents sur la base mobile, parce que d'habitude nous sommes capables
Enfin, nous sommes déjà capables de faire du suivi de personnes, mais à cause des contraintes physiques des capteurs de la base mobile, ça devient un challenge parce qu'ils sont très proches du sol et on voit difficilement les cibles qu'on doit suivre. On ne voit qu'une partie des jambes et le torse. Ce cahier des charges, donc, comme je vous l'ai dit, vient aussi nous imposer des contraintes, vient surtout aussi nous imposer des fonctionnalités parce qu'on ne fait pas du suivi de personnes un petit peu par magie, c'est quelque chose de complexe. Il faut développer des tâches, par exemple donc de la détection de personnes, de la tracking de cibles humaines, être capable de suivre une personne, et il faut aussi développer des interactions entre les hommes et les robots. Et tout ça, le cahier des charges est là pour mettre un cadre et pour nous spécifier des contraintes par rapport à tout ça. Vous allez souvent nous entendre parler de capacité CPU pendant cette présentation. Ce qu'on entend par là, c'est la charge de calcul du robot. Le robot a une puissance de calcul limitée. Et le cahier des charges sert aussi à imposer des contraintes de ce côté-là, parce qu'on doit respecter nos algorithmes doivent être précis, mais ils ne doivent pas trop occuper la charge de calcul du robot. Et c'est ce qu'on appelle la capacité CPU. Enfin, ce cahier des charges nous proposait une méthodologie pour avancer dans notre travail, qui était de répondre à des scénarios croissants, des scénarios à difficulté croissante. Donc, par exemple, au début, on suit simplement une personne, puis après, on suit cette personne, mais dans un environnement encombré, etc. Maintenant, je vais vous présenter la commande en robotique et plus précisément la base mobile Elodie, donc qui est développée par l'entreprise Waika. Là, vous avez une photo de la base mobile de face et vous avez une liste de tous les capteurs et effecteurs présents sur cette base mobile. Donc ça va du capteur le plus simple, on va dire, tel qu'un capteur ultrason qui se comporte comme un sonar, qui sert à un petit peu détecter la distance entre le robot qu'il y a, entre le robot et les obstacles qui l'entourent, et des capteurs plus complexes comme un lidar par exemple, qui permet d'avoir une coupe laser précise de l'environnement du robot de manière quasiment instantanée. Et ça passe aussi par des caméras, etc. On va développer ça un petit peu plus en détail. Concernant la partie effecteur, bien évidemment, il y a des moteurs. Il y a aussi un écran tactile et un haut-parleur qui a été utilisé par l'IHM, interaction homme-machine ou homme-robot, pour communiquer, pour établir la communication entre le robot et la machine. Donc comme je vous ai dit, on va vouloir commander le robot. Et en robotique, la commande suit un schéma souvent assez basique qui est de la perception, de la décision et ensuite une phase d'action. Donc pour nous, cette perception passait par l'emploi du lidar et de la caméra grand angle. Donc on vient collecter toutes les données qui sont mesurées par ces capteurs, on les rassemble et on les envoie vers la brique de décision. La brique de décision, en fait, c'est simplement des algorithmes qui vont venir traiter ces données, réaliser des calculs. Ça se passe dans un ordinateur qui est embarqué dans le robot. Et ces algorithmes vont donc générer des décisions qui vont être ensuite réalisées par les moteurs. Les moteurs vont donc être commandés pour pouvoir réaliser les actions qui ont été décidées par la brique de décision. De par ce fait, donc pour nous, la commande, ça revient bien évidemment à faire se déplacer le robot. Et de par ce fait, l'environnement autour du robot a changé. Donc il faut repartir, refaire de la perception, décider des actions et faire des actions. Donc pour mener notre travail à bien, on s'est appuyé sur une technologie qui s'appelle ROS, pour Robot Operating System. Donc le Robot Operating System, ROS, c'est un middleware, donc ça vient se greffer à un système d'exploitation. Donc le système d'exploitation en question ici, c'est Linux, via le distributeur Ubuntu. Le principe d'un middleware, c'est que ça vient proposer des protocoles de communication supplémentaires pour mettre en relation divers processus. Des processus vont produire des données, d'autres vont en consommer, et ainsi on va pouvoir créer un système beaucoup plus complexe. Pour valider notre travail, avant de le tester sur le robot, on a dû faire des essais en simulation. Et c'est à ça que nous servent Gazebo et Airviz. Gazebo est un simulateur dans lequel on a pu simuler le robot et son environnement. Et Airviz est un visualisateur de données, on va dire, qui nous permettait d'avoir en temps réel ce qui était capté par les robots et les données que nous produisions. Maintenant, on va attaquer la phase gestion de projet. Ce projet s'est déroulé sur 4-5 mois. Alors nous avons réceptionné le cahier des charges le 31 août dernier. Et après l'avoir étudié, nous avons élaboré un cahier de spécification des besoins du client. Et s'en est suivi toute une phase de développement, enfin 4 phases de développement au rythme d'une revue quasiment par semaine, pour ensuite finir sur cette revue publique aujourd'hui et la livraison du produit dans 2 jours.
La première moitié de ce projet a été effectuée une semaine sur deux, a été travaillée sur une semaine sur deux, car nous avions toujours les cours, les travaux pratiques et les travaux dirigés en parallèle de ce projet. Mais passé les vacances et notre phase d'examen, nos phases d'examen, nous avons travaillé sur ce projet à plein temps. Concernant la méthode dont nous avons dû organiser l'équipe, on s'est appuyé sur ce qu'on appelle une méthode agile en industrie. Donc, le principe d'une méthode agile, c'est de garder un contact régulier avec le client afin d'être sûr de ne pas s'écarter de la solution qu'on va lui apporter. Être sûr que la solution qu'on va proposer sera précise en termes d'attente et répondra correctement aux attentes du client. En plus de ça, il nous a été un petit peu imposé, conseillé par le corps professoral d'utiliser une méthode dite de Scrum. Donc, le principe du Scrum, c'est qu'on vient organiser la vie des équipes sur ce qu'on appelle des sprints, qui peuvent durer de 1 semaine à 1 mois à peu près. Nous étions sur des sprints d'environ 1 semaine. Et durant ces sprints, quotidiennement, les équipes vont se rassembler, vont échanger ensemble en parlant des tâches qu'ils ont déjà réalisées, des difficultés qu'ils rencontrent éventuellement. Et ainsi, ça permet à leurs collègues de leur porter main forte s'il y a besoin, de les aiguiller dans la réflexion, de les aider à trouver des solutions s'ils en ont déjà. Et ça permet surtout de remettre en cause à chaque fois le travail qu'on a déjà produit pour être sûr qu'il soit correct. Et du coup, qu'il nous mène convenablement vers une résolution précise de la tâche qu'on doit mener. Il est à préciser que cette tâche de suivi de personnes pour Wika Robotics, elle est importante parce qu'eux, ils utilisent leur robot pour faire, par exemple, de la surveillance dans des parcs qui doivent être surveillés. Et l'intérêt pour nous de faire du suivi de personnes ici, c'est pour pouvoir porter des charges, pour pouvoir aider des gens qui travailleraient dans la logistique, pour pouvoir les décharger de cet effort qui est parfois de porter des charges lourdes. L'intérêt de notre mission ici, c'était de pouvoir rendre ça possible, de créer un robot collaboratif pour les employés d'entreprises de logistique. Pour la méthodologie donc, qu'on a suivie pour organiser notre Scrum, on s'est organisé en 3 grosses phases de travail. Donc, il y a une première phase qu'on appelle la recherche bibliographique. Dans la science, souvent dans la recherche, on appelle ça l'état de l'art. Donc en fait, le principe, c'est qu'on vient lire des articles, on vient se documenter, se renseigner sur ce qui existe déjà comme solution apportée aux problèmes auxquels on va être confronté. Ensuite, on fait des choix, on voit lesquels sont les plus faciles à implémenter, ou en tout cas les plus efficaces, et on vient les intégrer. Donc ça, c'est la phase de développement, pendant laquelle donc, en fait, on va tout simplement développer les algorithmes. On va développer nos algorithmes, on va implémenter ce qu'on aura découvert, et on va le tester en simulation avant de le tester directement sur le robot, donc de l'intégrer directement sur le robot. Donc, comme ça a pu être dit, nous sommes un groupe de 22 étudiants sur ce projet. Alors, nous sommes les 2 chefs de projet, avec aussi une responsable en relations publiques qui permet de communiquer vers l'extérieur, avec les journalistes par exemple, ou qui a été responsable de la création de notre logo. Une greffière pour prendre les comptes rendus des réunions, par exemple, des revues. Et puis nous sommes divisés globalement en 3 équipes distinctes qui reprennent les 3 grandes thématiques en fait, du sujet que nous a confié Wika. La première équipe de navigation, une deuxième équipe de perception et une troisième équipe d'interaction homme-machine, homme-robot. En parallèle de cela, il y avait une équipe d'intégration pour intégrer donc, tous les codes qui ont été implémentés sur le robot. Une équipe régie qui est là aujourd'hui derrière les caméras pour gérer l'organisation de cette revue publique. Et aussi une inter-équipe de qualité pour gérer toute la mise aux normes, que ce soit dans les normes de codage ou dans la documentation. Je tiens aussi à préciser que une personne pouvait interagir dans plusieurs équipes. Voilà. Nous avons décidé de communiquer sous le nom de ELFI. Donc c'est un acronyme qui est simple et qui évoque la tâche réalisée par le robot. Donc ELFI tient pour Elodie follows you, et ce qui en français veut dire Elodie vous suit. Alors un travail aussi de cette gestion de projet a été de faire une analyse des risques pour analyser donc, les risques qui pourraient ralentir ou bloquer le développement du projet et de proposer des solutions préventives à ces risques ou bien des mesures correctives après que
certains de ces risques soient apparus. Donc nous avons différencié 3 types de risques. Un risque humain, enfin le risque humain, ça peut être des problèmes de communication. Donc nous avons mis des méthodes de communication strictes. Nous avons aussi analysé des risques techniques. Ça pourrait être par exemple le manque de compétences sur certaines tâches. Alors pour ça, il y avait l'équipe pédagogique qui a des experts dans certains domaines qui ont pu nous aiguiller sur certaines tâches. Pardon. Et des risques qui sont extérieurs au projet. Donc par exemple tous les risques en lien avec le coronavirus. Donc maintenant, nous allons laisser la place à James Lepoidevin qui va vous présenter la première thématique de ce projet qui est l'interaction homme-robot. Merci Marc. Donc moi je vais vous présenter ce qui a été fait par l'équipe IHM tout le long de ce projet. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les méthodes d'interaction que nous avons sur le robot. Donc dans un premier temps, il y a l'interaction sonore grâce à un haut-parleur qui se trouve à l'intérieur du robot. Il y a l'interaction visuelle grâce au LED que vous pouvez voir en bas du robot. Et l'interaction tactile grâce à un écran que vous ne pouvez pas encore voir qui est sur le côté du robot. Pour ce projet, merci. Donc pour ce projet, nous avons établi 4 états sur lesquels nous devons trouver des méthodes de communication. Donc il y a l'état libre, en utilisation, bloqué et perte de la cible. Donc pour trouver des méthodes de communication pour ces états, nous sommes passés par la future clientèle du projet et nous avons effectué un sondage. Je vais maintenant vous présenter un cas pratique pour ces états. Donc ça, c'est l'état perte de la cible. Donc dans un premier temps, si le robot est en train de suivre quelqu'un et la cible, par malveillance, marche trop vite ou est perdue et n'est plus dans le champ de la caméra, le robot passe dans l'état perte de la cible. Il y a les LED en bas du robot qui commencent à clignoter de plus en plus rapidement et il y a un son qui est émis. Si on pouvait juste l'appuyer. C'est un bip qui accélère petit à petit en fonction du temps passé où le robot ne voit plus l'utilisateur. Donc je vais attendre que ça finisse. Une fois qu'on entend ce son-là, ça doit nous indiquer qu'on doit revenir jusqu'au robot pour qu'on soit de retour détecté par le robot pour redémarrer le suivi. Je vais maintenant vous présenter l'interface graphique que nous avons développée pour ce projet. Donc les contraintes pour cette interface viennent directement du client. Donc cette application doit être universelle, donc on ne peut pas utiliser de mots écrits, on doit forcément utiliser des icônes. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 3 boutons. Il y a les boutons Play, Pause, donc démarrer et mettre en pause l'application de suivi. Il y a le bouton Appareillement qui permet d'indiquer au robot qu'il y a la cible en vue et que c'est cette personne-là qui doit être suivie. Et pour finir, il y a la croix en haut à droite de l'interface pour fermer l'application et pour passer à un autre type d'application. Je vais maintenant laisser la parole à Julien Frigoul qui va vous parler de la perception. Merci. Alors, voyons maintenant comment nous allons traiter les données fournies par les différents capteurs afin de fournir la position de la cible à suivre à la brique de navigation. Donc, tout d'abord, il est important de différencier 2 grandes tâches qui sont la détection de personnes d'un côté et le tracking de personnes de l'autre. La détection, son but va être d'identifier et de localiser toutes les personnes visibles dans une image, tandis que la partie tracking, elle, va se charger de prédire les possibles positions futures de ces différentes personnes en fonction de leur vitesse et de leur orientation. Donc pour récapituler, la détection identifie et localise toutes les personnes dans une image et le tracking prédit leur position future avec leur vitesse et leur orientation. Pour la brique de détection de personnes, nous avons donc utilisé une méthode appelée YOLO pour You Only Look Once, qui utilise un réseau de neurones profond et donc il est nécessaire de l'entraîner, j'en dirai un peu plus dans quelques instants. Son efficacité a été prouvée au cours du temps par l'utilisation dans différents projets, voire compétitions qui nécessitaient de la détection d'objets. Un autre avantage de cette méthode est qu'elle était d'ores et déjà existante sous l'environnement ROS, cependant pas la version la plus récente que nous utilisons nous, à savoir ROS Noetic. Nous sommes donc partis d'une version, à savoir YOLO V3, que nous avons retravaillée, allégée et rendue compatible avec notre version de ROS. Et nous avons rebaptisé ce nouveau modèle YOLO Elfie selon le nom du projet. Qui dit traitement d'image dit également acquisition d'images. Et donc pour ça, il nous a fallu faire un choix entre les caméras 3D et la caméra en 2 dimensions. Les avantages des caméras 3D sont qu'elles fournissent 2 flux intéressants, à savoir
le flux RGB, donc les images en couleur, et à la fois un flux de profondeur qui permet de récupérer la distance entre les objets perçus dans l'image et la caméra. Cependant, comme vous pouvez le voir, les caméras sont situées sur le côté du robot, donc chacune fournit simplement une image d'un des côtés du robot et une petite portion à l'avant de la plateforme mobile est perçue par les deux caméras simultanément. Donc ça implique deux options, soit de faire le traitement sur chacune des images, soit de fusionner les deux images pour faire un traitement sur l'image fusionnée. Dans tous les cas, ça requiert une capacité de calcul plus grande. Donc la deuxième option consiste à utiliser la caméra en 2 dimensions grand angle, qui, pour celle-là, nous ne disposons pas du flux de profondeur, donc impossible à partir de cette caméra de récupérer la distance des objets, et nous ne disposons pas non plus du flux couleur, puisque l'image est en noir et blanc. Cependant, 2 gros avantages sont le fait qu'il n'y a plus qu'une seule image à traiter, donc ça amoindrit considérablement les besoins en capacité de calcul. Et d'un autre côté, son grand angle permet à une distance relativement proche du robot, donc à savoir 1 mètre, 1 mètre 50, de voir la silhouette entière de la personne. Chose impossible avec les caméras 3D en dessous d'une distance de 2 voire 3 mètres. Donc pour ces raisons et le fait que durant nos phases de test, l'utilisation de la caméra 2D a fourni de meilleurs résultats, c'est celle avec laquelle nous avons fini par travailler et c'est celle avec laquelle nous allons faire cette présentation aujourd'hui. Nous avons dû cependant toutefois rectifier l'image originelle que vous voyez ici en haut à droite pour la rendre plus classique et compatible avec notre modèle de détection de personnes, à savoir YOLO-Elphi, auquel nous revenons tout de suite. Donc, utilisant un réseau de neurones, il est nécessaire d'entraîner ce modèle. Cela se fait en lui fournissant plusieurs milliers d'exemples que nous avons annotés à la main. Nous voulons que ce modèle en sortie soit capable de créer ce que l'on appelle des boîtes englobantes. Vous pouvez le voir sur l'image ici en bas à droite. Donc 2 personnes dans l'image et 2 boîtes englobantes sont créées par le système. Et ces boîtes contiennent les pixels qui forment la silhouette humaine que l'on a appris à détecter. Cet entraînement, il se fait comment? Tout d'abord par une annotation manuelle. L'image que vous voyez ici en bas à gauche comporte 4 boîtes englobantes rouges. Ce sont des boîtes que nous avons dessinées nous-mêmes à la main sur chacune de nos 6000 images. Ça prend du temps. Et avec ces exemples-là, on peut ensuite entraîner le modèle à détecter un ensemble de pixels qui correspond à une silhouette humaine. Nous avons eu recours à ce que l'on appelle une technique de data augmentation. Donc, c'est simplement changer quelques paramètres d'une image, la luminosité, le contraste ou certaines valeurs des pixels. Et de cette façon, on peut créer de toutes pièces de nouveaux exemples sans avoir besoin de faire de nouvelles captures. C'est pour ça qu'on passe d'un dataset de 6000 images à un dataset de 15 000 nouveaux exemples. On envoie ensuite tous ces exemples à notre modèle qui apprend tout seul à déterminer quels pixels forment une silhouette humaine. Et on peut voir ici un premier résultat de cet entraînement. Donc même avec de nombreuses personnes qui sont parfois partiellement occultées, le système est capable de recréer ces boîtes englobantes autour des personnes présentes dans l'image. D'un point de vue performance, nous avons une performance moyenne, une précision moyenne de 95,8%, ce qui est un très bon score, et qui correspond au taux avec lequel le système est capable de reproduire avec exactitude les mêmes boîtes englobantes que nous lui avons fournies durant l'entraînement. Nous avons également 6,7% de faux positifs, donc là c'est lorsque le système détecte une zone de l'image comme contenant une personne, alors que ce n'en est pas une. Nous avons eu pas mal de problèmes à ce niveau-là durant les premières phases de test où un extincteur ou un angle de porte était détecté comme une personne. A l'inverse, nous avons 6,4% de faux négatifs, donc là c'est totalement l'inverse, c'est lorsqu'une personne est visible et présente dans l'image, mais que le système ne la détecte pas et ne crée aucune boîte englobante autour de celle-ci. Un autre point du point de vue des performances est que cette brique tourne entre 8 et 10 fps, donc elle est capable de traiter 8 à 10 images par seconde. Et on satisfait également une des contraintes du cahier des charges, qui était pour cette brique de détection de personnes, de requérir au maximum 10% des capacités de calcul du robot. Donc maintenant que nous sommes capables de détecter des personnes dans une image, on peut se pencher sur la partie tracking. Cependant, premièrement, il faut une cible au robot, une cible à suivre. Pour cela, je vais reprendre l'interface présentée par James précédemment. Avec le bouton que vous avez vu donc sur la droite, l'utilisateur pourra, en appuyant dessus et en se positionnant face au robot, se définir comme cible. Le système va automatiquement détecter la boîte englobante se situant au milieu de l'image comme étant celle de la cible à suivre. Ces données sont ensuite fournies à un algorithme du nom de DeepSort qui utilise de nouveau des réseaux de neurones profonds et dont le but est d'attribuer un identifiant propre à chaque personne présente dans l'image. Il va ensuite se servir de ces identifiants pour enregistrer les positions successives des différentes personnes et ainsi du coup prédire leurs positions futures dans l'image suivante ou dans 1 à 2 secondes plus tard grâce à leur position, leur vitesse et leur orientation. Donc 2 problématiques majeures étaient qu'une personne ne devait pas voir son identifiant changer lorsque son champ de vue était coupé par une deuxième personne, comme on le voit sur la vidéo.
et également lorsque la personne sort brièvement du champ et revient dans l'image. Une dernière fonctionnalité de cette méthode Deep Sort très intéressante consiste à mémoriser l'apparence de la cible. Donc cela passe par l'identification de certains marqueurs. Ces marqueurs peuvent être par exemple un logo sur un vêtement. Ces marqueurs vont ensuite être utilisés par le modèle pour vérifier que la cible qu'il a raccrochée correspond bien à l'utilisateur qu'on avait en début de traitement. Donc avec toutes ces informations et les informations fournies par la brique de détection de personnes, il ne reste plus qu'à déterminer laquelle des boîtes englobantes correspond le mieux avec la prédiction qui a été faite par l'algorithme quant à la possible position future de la cible. C'est ainsi qu'on la repère ensuite dans l'image. Et il nous manque encore cependant une dernière information. On sait où la personne se situe dans l'image et dans quelle direction elle se situe par rapport au robot, mais il nous manque encore la distance qui la sépare de ce robot. C'est là qu'entre en jeu du coup un second capteur, le LiDAR, qui lui émet un rayon laser et en fonction du temps que met ce rayon à revenir, est capable de mesurer la distance avec les objets l'ayant réfléchi. Ces distances sont ensuite fournies à un algorithme appelé Leg Detector pour détecteur de jambes. Et nous pouvons voir sur l'encadré en bas une capture du logiciel de simulation Airvis dont on vous a parlé en début de vidéo. En rouge, vous pouvez voir le rayon laser réfléchi sur les murs du couloir. Vous avez d'autres points de vue de la scène si vous voulez sur les images à gauche et à droite. En rouge, les murs qui réfléchissent le rayon. Les petites sphères bleues représentent ce qui est interprété par le Leg Detector comme étant des jambes. Et dès lors que deux jambes sont suffisamment proches, il va partir du principe que ça correspond à une seule et même personne qui, elle, va être représentée par une sphère verte. Donc on aperçoit malgré tout qu'il y a encore énormément de faux positifs, notamment au niveau des murs. Donc tout ça, ça relève du paramétrage et du filtrage des données encore à faire. On en parlera un peu plus tard dans cette présentation. Donc pour récapituler, nous avons la position de la personne, de notre cible dans l'image, donc la direction dans laquelle elle se trouve par rapport au robot. On vient interroger le LiDAR pour savoir à cet endroit-là à quelle distance se situe cette personne-là. Et ensuite, on dispose de toutes les informations pour construire la position de la cible dans l'environnement du robot. Et c'est cette position que nous fournissons à la navigation pour initier les déplacements du robot. Je vais maintenant laisser la parole à Marc qui va vous présenter les tenants et les aboutissants de cette dernière brique. Merci Julien. Donc voilà, je suis de retour pour présenter cette partie de navigation. Donc notre problématique, c'est à partir de la position de la cible fournie par l'équipe perception. L'objectif est de générer une commande en vitesse au robot, c'est-à-dire de donner une vitesse au moteur pour que le robot avance. On avait plusieurs conditions à respecter pour le suivi de personnes. Il fallait que le robot n'oscille pas. Il fallait respecter une distance de sécurité d'environ 1 mètre entre le robot et l'utilisateur. Et il ne fallait pas faire peur à l'utilisateur dans le sens où le robot doit avoir une accélération progressive et pas d'à-coup. Au niveau de la conception du robot, une particularité de la base mobile Elodie, c'est qu'elle est de type différentiel. C'est-à-dire que pour pouvoir tourner, il va falloir avoir une différence de vitesse sur les roues. Il faut penser ça un peu comme un char. Comme ça a été dit plus tôt dans cette présentation, nous avons travaillé avec des niveaux de complexité croissants. Un premier niveau de complexité, ça a été de faire une navigation dans un environnement vide. Et le deuxième niveau de complexité était de faire une navigation dans un environnement encombré avec des obstacles statiques et des obstacles dynamiques que peuvent être par exemple les personnes. Alors pour ce premier niveau, pour calculer la vitesse linéaire, donc pour aller tout droit du robot, il fallait faire en sorte que le robot soit à 1 mètre, 1 mètre 50 de la personne à suivre. Et cette vitesse a été limitée à 0,5 mètres par seconde, qui est stipulée donc, dans le cahier des charges. Au niveau de la vitesse angulaire, donc pour faire tourner le robot, il fallait faire en sorte que le robot soit orienté dans la direction de la marche, dans la direction de la cible, pardon, donc dans le sens de la marche. Sur le deuxième niveau de complexité, dans une navigation dans un environnement encombré, nous avons eu 2 approches. Alors, est-ce que tu pourrais mettre sur pause, s'il te plaît? La première approche s'appelle l'approche de la fenêtre dynamique. Ce que vous pouvez voir sur la vidéo, sur la fenêtre de gauche, donc c'est Arvis, qui permet donc de voir les données des capteurs. Il y a une petite personne devant le rond, donc le rond c'est le robot. Vous pouvez aussi voir des flèches vertes qui sont les trajectoires possibles du robot et la trajectoire rouge pour la trajectoire principale, globale que va suivre le robot. Et vous avez les traits ou les pointillés rouges qui représentent les obstacles.
À droite, donc c'est l'interface de simulation Gazebo, où vous pouvez voir aussi la personne qui se trouve devant le robot. Vous avez 2 cubes placés à gauche et devant le robot. Et la coupe bleue est en fait le scan LiDAR. Donc tu peux mettre sur play maintenant la vidéo. Donc cette approche-là, en fait, elle va planifier une trajectoire basée sur la vitesse. Donc à partir d'un panel de vitesse, on va choisir la vitesse optimale qui garantit la non-collision avec un obstacle. Donc vous pouvez voir que le robot ne coupe pas la trajectoire et tourne bien autour de l'obstacle. Donc nous avons réussi à implémenter ça en simulation, mais par contre sur l'intégration du robot, nous n'avons pas pu effectuer tous les tests nécessaires pour valider cette brique-là. Nous n'avons pas pu étudier différents cas de figure. Et nous avions aussi un petit problème sur la limitation de vitesse. La deuxième approche qui a été choisie et intégrée sur le robot, c'est l'approche d'Assisted Teleop, qui est en fait une brique de ROS, donc du middleware ROS, que nous avons réutilisée. Pour cela, cette brique a besoin d'une vitesse initiale à partir de la position de la cible, donc nous pouvons réutiliser le travail que nous avons fait sur le niveau 1. Et à partir de cette vitesse initiale, nous pouvons rectifier la vitesse pour pouvoir éviter les obstacles. Donc vous avez pu voir une personne qui a coupé la trajectoire entre le robot et la personne, et le robot a continué sa navigation. Donc on voit bien qu'il suit toujours la cible en évitant les obstacles, et il respecte aussi une contrainte du cahier des charges au niveau de la charge CPU. Là, nous avons une charge CPU de 4%, dont la majorité est en fait la cartographie de l'environnement proche du robot. Donc voilà, maintenant nous allons passer sur les travaux futurs qui peuvent améliorer ce projet. Donc nous allons commencer sur les aspects de perception. Comme vous avez pu le constater précédemment, donc un des problèmes de l'interaction entre l'utilisateur et le robot est la disposition de l'écran tactile qui se situe sur le côté du robot, qui n'est pas facilement accessible, et l'utilisateur est obligé de sortir du champ pour interagir avec. Une nouvelle méthode d'interaction consiste à utiliser directement le corps de l'utilisateur pour formuler des requêtes gestuelles. L'utilisateur viendrait donc prendre des positions spécifiques pour donner des ordres simples au robot. Ces ordres, on peut retrouver 4 requêtes différentes en bas de l'image, mises en relation avec un des boutons de l'interface tactile que vous avez pu voir en début de présentation. La première requête concerne donc la sélection de la cible. Jusqu'à présent, l'utilisateur appuie sur le bouton de l'écran tactile, se positionne en face du robot et est sélectionné comme cible. Avec une requête, il n'aurait qu'à prendre la position en question et au milieu de toutes les personnes détectées, le système sélectionnerait celle effectuant la requête comme étant la cible. La seconde requête concerne l'autorisation pour le robot de se déplacer ou non. La troisième permet de quitter définitivement l'application. Dans le cas où l'utilisateur interagit avec l'écran, il n'a qu'à appuyer sur la croix, il n'y a aucun problème. Cependant, avec la méthode des requêtes, il est nécessaire de pouvoir filtrer un minimum les mauvaises détections, les faux positifs. De cette façon, on ajoute une seconde requête pour confirmer le choix de l'utilisateur de quitter l'application. Comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, on va récupérer les données fournies par la brique de détection de personnes, donc l'image avec les boîtes englobantes créées par le modèle. On vient découper cette image en autant de sous-images qu'il y a de personnes présentes à l'intérieur. On reformate ensuite ces images, car pour la classification qu'on va utiliser juste après, il est important que toutes les images aient exactement le même format. La classification utilise de nouveau un réseau de neurones que nous avons dû entraîner. Et finalement, on fait un filtrage sur les résultats de cette classification et on ne prend en considération que les résultats qui interviennent dans 10 images consécutives. Donc cette brique n'a pas été intégrée sur le robot encore car elle n'est pas assez performante et cela vient principalement du fait que le dataset avec lequel nous avons entraîné notre modèle de classification n'est pas assez professionnel. Nous disposons seulement de 16 000 images alors que ce genre d'application en requiert un minimum de 50 000. De plus, nous étions énormément limités dans la variété de l'environnement. Nous étions limités aux locaux de l'IP, dont les couloirs et les salles se ressemblent énormément. Et pour cette raison, on espère qu'avec un dataset plus professionnel dans des environnements plus variés, le modèle soit capable de classifier correctement chacune des requêtes. Un autre axe d'amélioration concerne la détection et le tracking de la cible. Donc, comme nous l'avons vu sur la capture de la simulation AirVis, le leg detector produit énormément de faux positifs avec des jambes détectées à l'intérieur des murs. Cela requiert donc beaucoup de paramétrage et de filtrage au niveau des données qu'il renvoie afin d'obtenir seulement la position des personnes présentes dans l'environnement du robot.
Dernièrement, donc, la fonctionnalité dont j'ai parlé pour l'algorithme de tracking DeepSort, qui consiste à mémoriser l'apparence de la cible pour apprendre de ces différents marqueurs. Il est nécessaire là aussi de faire un filtrage et de sélectionner intelligemment les marqueurs qui seront pris en compte par cet apprentissage de cible et de ne pas apprendre des marqueurs qui puissent être variants dans le temps. On pense par exemple à une tache sur un vêtement qui est susceptible de changer, voire de disparaître dans les images qui suivent. Donc là encore, un travail et de nombreux tests sont nécessaires pour rendre cette brique parfaitement performante et fonctionnelle. La navigation nécessite aussi des axes d'amélioration, donc je vais laisser Marc en dire un peu plus là-dessus. Merci. Donc, en ce qui concerne le comportement de la navigation, donc, comme je disais, il y avait des cas de figure où on n'avait pas eu le temps, de tester. Et ça serait le passage des coins des obstacles, donc le coin des murs, pour éviter que le robot ne coupe trop la trajectoire. Et aussi le passage des portes notamment étroites. Donc, le robot pourrait considérer que passer une porte n'est pas possible car l'espace ne serait pas assez grand pour qu'il puisse passer. Donc maintenant, nous allons terminer avec le bilan technique et humain de ce projet. Donc me revoilà. Concernant le bilan technique, là vous avez une présentation de ce que donne notre application quand nous mettons toutes nos briques logicielles mises bout à bout. Donc on voit James par exemple qui est en train de réaliser la tâche attendue, c'est-à-dire qu'il charge le robot pour que le robot le suive sans que James ait d'efforts à faire. Parmi toutes les tâches qui nous ont été attribuées par le cahier des charges, on en a validé plusieurs, comme par exemple la détection de personnes, le suivi d'une personne seule, tout ce qui est interfaçage, tout ce qui est interface homme-robot, homme-machine est fonctionnel. Et aussi, nous sommes capables, dans une image, de traquer une personne, une cible particulière, parmi tout un tas d'autres personnes qui viendraient polluer l'environnement, entre guillemets. Aussi, une part importante du travail qu'on a produit durant notre projet sont toutes les bases de données qu'on a utilisées pour entraîner nos réseaux de neurones. Parce que ça a toujours de la valeur en industrie, ce genre de données, ce genre de travail. Annoter des images, c'est pénible, du coup, c'est difficile de le faire correctement, c'est difficile de trouver des gens pour le faire. Du coup, ça, c'est aussi quelque chose, ces bases de données sont aussi des choses qu'on va fournir à notre client pour qu'il puisse s'en servir plus tard. Concernant les compétences, durant notre formation, que ce soit à l'UPSITEC ou même avant, on apprend tous beaucoup de choses et ça nous permet en fait de les tester dans des cas réels. Ça nous permet d'appliquer le traitement d'image, d'appliquer la fusion de données, d'apprendre des choses dans ces domaines-là. On apprend beaucoup, on a appris beaucoup sur l'intégration multiprocess, parce qu'il fallait que tous nos processus, même s'ils étaient très variés, puissent fonctionner ensemble. Et on a appris aussi à travailler avec des outils professionnels comme ROS, Gazebo et Hervé. On a aussi appris à travailler en période de pandémie. Donc ça, le Covid a un petit peu essayé de mettre à mal notre projet, parce que forcément le gouvernement publiait des consignes en termes de confinement, en termes de couvre-feu. Et en fait, tout ça, ce sont des choses qui s'opposent complètement, c'est antinomique avec la notion d'agilité dans le terme du travail, parce qu'on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus vaquer à nos occupations professionnelles comme on a envie de le faire, et pour s'organiser, ça devient difficile. Donc on a dû bien évidemment respecter tout un tas de gestes barrières, tout un tas de consignes en termes de gestes barrières. On ne pouvait pas tous venir à l'AIP, certains étaient obligés de rester chez eux, certains n'ont pas pu sortir de chez eux pendant tout le projet. On a dû donc nous adapter dans la gestion du projet pour fournir des outils à nos camarades pour qu'ils puissent continuer à travailler, continuer à se voir et continuer à s'organiser en tant qu'équipe. Sur le bilan humain, c'est un peu exceptionnel pour des étudiants de pouvoir travailler sur un projet aussi vaste. Je parle en termes de la taille de l'équipe. En général, quand on travaille ensemble, c'est soit par binôme, soit parfois pour des équipes de 5 étudiants. Là, on a vraiment dû tous travailler ensemble. Et Marc et moi, par exemple, c'était notre première expérience en tant que chef d'équipe sur un projet aussi grand. Donc nous-mêmes, on a beaucoup appris en gestion d'équipe. Tout le monde a appris humainement pendant ce projet. On a tous appris à travailler ensemble. On a tous gagné en compétences. Pour certains d'entre nous, c'était aussi une première expérience professionnelle. Et c'est aussi l'intérêt de ce PGE, quoi, c'est de nous apprendre à devenir des pros et ne plus être juste des étudiants capables de faire des maths. On fait des maths pour quelque chose d'utile.
Donc voilà, on arrive à la fin de cette présentation. On aimerait remercier le personnel de l'AIP qui a pu nous accueillir avec donc toutes les consignes sanitaires qui étaient là. Les enseignants de l'UPSITEC et notamment l'équipe pédagogique qui a pu nous aiguiller aussi sur certains sujets, sur certaines tâches. Les étudiants de 3A SRI, donc tous les étudiants ne sont pas présents ici actuellement. Il y en a aussi beaucoup sur Twitch actuellement. Nous voulons remercier Waika Robotics pour le défi qu'ils nous ont proposé et pour aussi l'expérience que nous avons eue tout au long de ce semestre. Et puis nous voulons remercier Jean-Hugues Barbary, qui nous a permis de faire toutes les vidéos ici et d'organiser la régie aussi de cette revue publique avec l'équipe régie d'étudiants. Donc maintenant, nous allons passer à la phase des interventions avec Monsieur Le Ral, représentant de la formation SRI, et d'abord Monsieur Brice Renaudot pour Waika. Donc après ces interventions, nous aurons toutes les phases de questions. Donc bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis Brice Renaudot. Donc bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis Brice Renaudot, ingénieur en robotique dans la société Waika, et j'étais avec Patrick Lascombe l'intermédiaire pour ce projet de grande envergure. Donc on a été les clients de l'entreprise de conseil en robotique qu'ont été les étudiants de la 3e année. Donc je souhaite remercier l'AIP qui a permis aux étudiants de travailler dans des locaux confortables malgré la pandémie que nous connaissons. Je souhaite également remercier les professeurs de l'UPSITEC qui ont accepté ce projet et qui nous ont aidés à encadrer ce travail étudiant. Donc je remercie bien sûr tous les étudiants qui ont travaillé sur ce projet et qui ont réussi à amener à bout ce projet qui était d'une complexité certaine, et malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer dans cette période, vous avez quand même réussi à faire un travail remarquable. Merci. Merci Brice. Donc merci Brice pour cette intervention. Donc Frédéric Le Ral de l'UPSITEC. Donc je voudrais dire quelques mots sur ce projet. Tout d'abord, je voudrais féliciter les étudiants, les 22 étudiants qui ont réalisé ce projet dans un contexte qui n'était pas évident, et je dois dire que je suis très heureux qu'on soit quand même arrivé jusqu'au bout. C'était pas gagné au départ. Je voudrais également les féliciter pour leur travail, leur prestation aujourd'hui et leur travail, notamment le nombre de briques logicielles qui ont été développées, quand même assez conséquent. Et puis aussi, il ne faut pas sous-estimer l'acquisition et la notation des datasets, qui est un exercice très chronophage et dont va pouvoir bénéficier, entre autres, le client. Donc, je voudrais également remercier Waika Robotics qui a accepté de jouer le rôle de client cette année. Je voudrais les remercier pour leur disposition auprès des étudiants, leurs conseils. Je pense que ça a été très apprécié par les étudiants durant ces 5-6 mois de projet. Également, vous remercier pour le prêt du robot, puisque vous nous avez prêté le robot pendant plusieurs semaines, presque un mois, je ne sais pas exactement. Vous remercier aussi pour le défi que vous nous avez posé, puisque en fait, le suivi de personnes répond à un besoin croissant de voir les robots interagir avec les humains et puis partager l'espace et partager la tâche. Donc, c'était un défi à ce titre très intéressant. Je veux remercier aussi l'AIP Primeca et son personnel qui nous accueille chaque année pour cet exercice particulier de PGE durant ces 5-6 mois. Donc, c'est quand même important d'avoir à disposition des infrastructures et du personnel pour répondre au quotidien aux questions des étudiants. Je voudrais remercier également les secrétariats de notre école UPSITEC qui travaillent au quotidien sur l'organisation des plannings, etc. L'organisation logistique de ce type
l'événement, ainsi que certains services de l'université. Je pense notamment au service communication, au pluriel, ainsi que, c'est exceptionnel, et vous l'avez mentionné, le service audiovisuel, qui nous a filé un coup de main pour préparer la régie, notamment, tout mettre en place. Voilà. Pour oublier personne, je voudrais également remercier mes collègues enseignants, ils se reconnaîtront, qui participent activement aux différentes réunions d'avancement du projet de release. Ça a bien été évoqué tout à l'heure. Et au-delà, pour leurs conseils. Voilà, j'ai plus grand-chose à ajouter. Peut-être dire, mais je ne sais pas si vous l'avez dit, qu'en fait, le projet n'est pas tout à fait fini, puisqu'il se conclut par la livraison par les étudiants du travail fourni chez le client. Donc cet exercice a lieu vendredi. Donc ça va être l'occasion de rendre le robot à Waika avec toutes les briques logicielles qui ont été intégrées. Voilà, je rends la parole aux étudiants. Passer Vous pouvez à la garder phase de votre questions. micro. Vous Donc, pouvez garder votre merci. micro. Bon. Je crois que vous pouvez rester ici pour la phase de questions, du coup. Il faut Oui, avancer. la non mise, Non. la mise en place. Notre régie se met en place pour qu'on puisse avoir les questions. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je crois que Oui, c'est ça, c'est ça via le l'idée, chat. Voilà. On collecte vos questions et on y répond. Alors, première question, y a-t-il intérêt de voir autant le sol avec les caméras, beaucoup d'informations inutiles? Bon, le but, c'est que ce soit les étudiants qui répondent en premier. Donc, Et c'est justement l'un des... Enfin, ce qui rend notre travail important aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun intérêt à voir autant le sol. C'est un peu ce que j'essayais d'évoquer au début. Les capteurs sont positionnés sur la plateforme mobile de manière qui ne sont pas du tout avantageuses pour réaliser un suivi de personnes. Et c'est pour ça que nous sommes intervenus cette année. C'est pour essayer de répondre de manière suffisamment précise à cette problématique qui, entre autres, inclut le fait qu'il y ait beaucoup de sol. Parfois, les images sont distordues. Du fait de rectifier l'image, on a une perte en précision qu'il faut essayer de corriger autant que possible. Donc non, il n'y a pas d'intérêt à avoir autant le sol, sauf si on utilisait des techniques différentes, que l'homographie, etc. Mais ça ne serait pas possible dans notre cas. Dans le cadre dans lequel on a développé le robot, notre application, c'était pas possible d'utiliser ces techniques-là. Si d'autres personnes veulent rajouter des choses, oui. Très bien, merci. Alors, pour la prochaine question, il faut être deux pour valider la cible. L'ergonomie est voulue. Xavier, ah oui. James. Donc, il n'y a pas besoin d'être deux pour valider la cible. Il suffit seulement de se mettre devant le robot. Je ne sais pas si la caméra voit le robot de là où je suis. Donc, il suffit, donc, par exemple, quand c'est au sol, de se rapprocher du robot et d'appuyer sur le côté, sur la partie appairage et de reculer. Et peut-être que je vais me mettre devant. Donc, l'écran sur le côté est certes assez compliqué à atteindre quand on est au sol. Mais avec l'interface, avec que des icônes, il est possible d'appuyer sur l'écran assez facilement, de reculer. Et si on est la seule cible devant le robot, le programme reconnaît directement la personne comme la cible à suivre. Très bien, merci. Alors, pour la prochaine question, je la prépare. Hop. Les résultats de ce travail appartiennent à Waika, aux étudiants à l'UPSITEC ou est open source? Alors, c'est ce travail qui a été réalisé par tous les étudiants, appartient bien sûr à Waika et aussi peut être réutilisé par la formation SRI. C'est à peu près ça, ouais, voilà. Oui, je crois que Marc a tout dit. Donc les codes, comme on l'a dit, vont être livrés à Waika Robotics ce vendredi, donc en même temps qu'on rend le robot. Et après, donc entre guillemets, on garde une copie de tout ce que vous avez fait pour des besoins pédagogiques exclusivement. Compliqué, pardon. Alors, pour la prochaine question, elle dépasse. Question trop complexe. Elles sont très longues sur... du coup, je vais modifier ça.
faire en sorte qu'elle soit lisible pour tout le monde. Voilà. Pardon. Sur l'entraînement des réseaux de neurones, pour la détection, quand vous êtes passé de 5000 à 1500 images, 15 000 à 15 000, pardon. Quand vous êtes passé de 5000 à 15 000 images, en faisant de l'amélioration d'images, vous avez eu une réelle amélioration des performances de précision, de détection ou positif? Pour être franc, impossible de répondre à cette question car nous n'avons pas fait de test avant d'augmenter le nombre d'exemples. Nous sommes partis du principe que de toute façon, ce genre d'algorithme fonctionne à peu près comme un humain. Plus on lui propose d'exemples pertinents à l'apprentissage, et plus il va être performant pour les reconnaître, du moment que ces exemples sont assez différents les uns des autres. Donc on ne s'est pas embêté à faire une phase de test avec notre premier dataset de 5000, nous l'avons directement augmenté pour avoir le plus d'exemples possible. Après, cette augmentation s'est quand même fait en quelques phases. Voilà, on n'a pas attendu d'avoir 15 000 images pour essayer de faire fonctionner notre réseau de neurones. Donc, au fur et à mesure, quelques fois quand même, dans ce process-là, nous avons nous avons entraîné notre réseau de neurones et nous avons constaté une amélioration graduelle des résultats, qui était déjà il me semble, le tout premier essai était autour de 80-85%. On était à 82% sur les premiers essais pour finir du coup à 95,4%. Ouais. D'autant plus que la data augmentation, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. C'est un procédé qui est très utilisé. Il faut savoir qu'un réseau de neurones, si on sait comment il est construit, on peut lui faire dire ce qu'on a envie en changeant simplement un pixel. Donc le simple fait de venir bruiter un peu l'image ou de changer certains axes de vue suffit à renforcer l'apprentissage du réseau de neurones. Bien, merci. Question suivante. Il y a plusieurs questions autour de la voix, de communiquer par la voix avec le robot. Je vais en lire une. Y a-t-il une télécommande avec le robot ou est-ce envisageable de donner des instructions à la voix? Donc, une des contraintes du cahier des charges, du coup, consistait à ne pas utiliser aucun équipement embarqué à ajouter, autre que le robot lui-même. Simplement, le client souhaitait n'avoir à livrer que le robot auprès de ses propres clients, sans avoir à leur fournir quelconque télécommande ou brassard ou gilet pour aider le robot à repérer la cible. Donc non, il fallait simplement utiliser ce qui était déjà embarqué sur le robot. Et en plus de ça, si on se met à utiliser le langage pour communiquer avec le robot, on perd le sens international qu'on voulait donner au robot. Donc il était voulu pour le client qu'on puisse se servir du robot où que ce soit dans le monde, n'importe où dans le monde. Et donc il fallait tenir compte de tout un tas de codes couleurs qui peuvent varier en fonction des pays dans lesquels on va se trouver, parfois même de la symbolique qui ne veut pas dire la même chose d'un pays à l'autre. Et du coup, il était exclu d'utiliser le langage pour communiquer avec le robot. Merci. Pour la question suivante, je trouve que votre solution est intéressante. Avez-vous la robustness de votre réseau de neurones via des attaques adversariales, par exemple? Je sais. Parce que c'est, Que notre réseau de neurones peut être attaqué, je suppose que c'est la question. On a eu beaucoup de choses à faire, on n'a pas trop eu le temps de nous poser nous pencher sur ce genre de problématiques. J'imagine de fausses silhouettes ou des images représentant des humains s'ils sont également donc détectés. une sécurité. C'est comme ça que je comprends. Ah, ok. Donc Alors- nous n'avons pas eu le temps de générer toutes ces phases de test-là. Nous sommes simplement consacrés au fait de rendre ce modèle performant dans les cas d'utilisation normale, sans pousser les tests à ce point-là. Donc non, nous n'avons pas encore pu mesurer ça. Après, il y a une forme de sécurité par la redondance. En robotique ou en informatique, c'est ce qu'on appelle la redondance. Parce que bien que notre réseau de neurones, lui, va détecter des gens, il faut que ce soit validé par l'algorithme de détection de jambes, le leg detector qu'on vous a présenté. Donc il faut que les deux algorithmes matchent en même temps sur quelque chose de cohérent pour que ce soit validé. Donc si on présente simplement par exemple un panneau qui ressemble à un être humain, peut-être que l'algorithme YOLO va lui dire bah là il y a un être humain, mais en toute logique, l'egg detector ne va jamais voir ça comme un humain. Et donc il n'y aura pas de quiproquo. C'est une robustesse par la redondance. On ne peut pas garantir que le réseau de neurones en lui-même est robuste. Mais notre solution reste malgré tout robuste en termes de détection. Question suivante. Y a-t-il eu des améliorations prévues pour les personnes en situation de handicap? Comment réagir le système pour une personne avec une canne, une béquille ou une chaise roulante?
Alors, Donc au tout début, ouais, je vais me mettre sur le plan, merci. Donc au tout début du projet, avant même de commencer à coder ou faire le sondage, on s'est posé des questions par rapport aux personnes en situation de handicap. Mais avec le temps qu'on a eu sur le projet et sur les méthodes utilisées, par exemple, je pense notamment à l'EC détecteur qui détecterait des cannes comme une jambe et des personnes en fauteuil roulant qui ont du mal. Donc, a priori, ce modèle-là qu'on a utilisé n'est pas adapté aux personnes en situation de handicap. Et je ne sais pas s'il y a une version qui est prévue dans le futur pour les personnes en situation de handicap, mais cette version-là, non, malheureusement, ne l'est pas. c'est malheureusement un peu le lot de tout développement C'est ça. informatique. Nous, en tant qu'humains, on perçoit beaucoup de choses. Il est difficile de faire percevoir par le robot. Et alors, c'est pas qu'on ne veut pas le faire. On Oui. aimerait bien évidemment pouvoir inclure tout le monde dans notre développement. Seulement, il faut que ça se fasse par étapes. C'est certainement une amélioration qu'il faudrait apporter un jour au système. Tout de suite, en tout cas, nous n'en sommes pas capables. On a essayé au tout début d'essayer de faire du multimodal sur tout ce qui est interaction avec l'humain, donc par exemple notamment par les LED et par le son, pour que les deux soient liés. Mais c'est très compliqué de faire quelque chose qui soit 100% utilisable par tout type de handicap. Par exemple, même si on prend en compte les personnes qui ont des difficultés à entendre, ils seront quand même de dos au robot, donc ils verront pas forcément les LED. Disons juste qu'il y a beaucoup à changer pour que ça soit utilisable par les personnes en situation de handicap, mais avec les méthodes qu'on avait actuelles, on a essayé de faire au mieux qu'on pouvait. Juste peut-être pour compléter, ce qu'on peut également dire, c'est que bon, actuellement, la modalité, les modalités visuelles ne permettent pas de gérer ces cas-là, mais que, entre guillemets, il suffirait d'adapter Oui, bien sûr. le dataset en conséquence, c'est-à-dire au lieu que ça soit de la détection binaire, rajouter une certaine diversité dans les classes, à travers les différents cas que vous évoquez. Il n'y a pas de raison que le système neuronal ne soit pas capable de le gérer. Non. Hein, voilà. Merci. Prochaine question. Comment réagir la détection en très faible lumière, la détection et le suivi de personnes s'il y a très peu de luminosité? Comme on a pu le voir sur les images, elle se débrouille plutôt bien, même dans les cas où il y a énormément de contraste, comme on l'a vu sur les vidéos. La plupart des fonds, des couloirs dans les bâtiments sur lesquels nous avons fait les tests sont vitrés, donc il y a énormément de luminosité qui en émane, ce qui fait que d'autres zones de l'image sont très sombres, et malgré tout, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, à faible luminosité, le système neuronal est tout de même capable de détecter les personnes dans ces coins de l'image. Bien sûr, si l'image est complètement noire, ça ne sera pas possible, mais avec une luminosité relativement faible, donc un encadrement de porte, un coin, il n'y a aucun souci. Prochaine question qui est un peu similaire sur un autre détail. Comment réagir en cas de détection, en cas de reflet sur un miroir ou d'une baie vitrée de la personne? Donc là, nous l'avons un petit peu évoqué tout à l'heure par rapport à la question sur l'adversarialité, Redondance. sur la redondance. Ouais. Voilà, donc le leg detector est également là pour vérifier si des jambes sont effectivement détectées à cet endroit-là. Donc comme on l'a vu, malgré tout ça, il présente pas mal de faux positifs. Donc comme on l'a dit, il faut reparamétrer et filtrer les données qu'il renvoie. Mais dans ce cas d'utilisation-là, même si l'algorithme, le réseau de neurones détecte des personnes dans un miroir ou par reflet, le leg detector, lui, avec le lidar, sera capable de dire ce n'est qu'une surface plane, il n'y a pas de jambes à cet endroit-là, donc a priori, la personne ne serait pas détectée. C'était la dernière question. Si vous avez une autre question, n'hésitez pas dans le chat. Je crois que c'est tout. Si, il y a une dernière question. Hop, je vous la mets. Un peu compliqué à faire. Hop, voilà. Un mot sur les outils de travail qui ont été utilisés et la gestion du Scrum. Un mot là-dessus. Les cités. Alors pour le Scrum, c'était Marc et moi surtout qui avons en première partie organisé un petit peu le travail. Après, les équipes se sont organisées et ont vécu leur propre cycle en nous rapportant régulièrement là où ils en étaient. En plus de ça, nous-mêmes, nous faisions partie d'équipe, donc on pouvait avoir un contact
régulier avec ça. Et sur les outils qu'on a utilisés, donc, il y avait ROS, Linux. On peut citer Linux malgré tout, parce que ROS marche à Linux. Ok, oui, pardon, excusez-moi. Oui, alors pour organiser le travail en distanciel, on a utilisé Discord. Donc Discord nous permettait de simuler un petit peu un open space d'entreprise avec des bureaux. Les gens pouvaient s'organiser comme ils voulaient dedans. Et pour tout ce qui était échange plus formel qui devait garder une trace écrite, on avait Slack. Et puis on organisait tout notre travail sur un Google Drive pour avoir une base de données à distance. Et bien évidemment, le code était géré par Git. Et ouais, donc le code par GitHub. Je vais rajouter aussi un petit mot sur cette méthodologie Scrum. Donc chaque équipe avait des réunions journalières, on faisait le point ensemble. Et nous aussi, en tant que chef de projet, on organisait des réunions de projet qui regroupaient donc tous les étudiants tous les lundis matins. Et puis on avait aussi des contacts réguliers avec le client où au début, nous avions quasiment chaque semaine une interaction avec le client en présentiel. L'idée était de nous-mêmes être au courant et de tenir tout le monde au courant aussi bien que possible durant tout le projet. Merci. Dernière petite question. C'est pour rebondir par rapport, c'était plutôt pour Waika, pour rebondir par rapport à très faible lumière, est-ce que la contraste de la caméra s'adapte en temps réel? Oui. Actuellement, il y a un temps d'exposition dynamique en fonction de l'éclairage pour adapter le contraste dans l'image. Parfait, merci. Déjà, le chat nous remercie pour cette présentation. Merci à Il vous y a d'être beaucoup de venus. remerciements de beaucoup de personnes et je pense qu'on va en finir ici. Ok, merci beaucoup à tous. Oui. Merci beaucoup. Et, passez une bonne fin de semaine. Et puis à vendredi pour Waika. À vendredi pour À vendredi pour la livraison du Ouais. travail. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.